Et puis un jour, vous tuez pour la première fois. Alors évidemment, au début, ça vous fait un choc terrible. Vous dites, je me sentais étrange, j'avais l'impression que mes cheveux voulaient sortir de ma tête. Et puis, tuer devient de plus en plus facile. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes étudiant à l'université de droit de Kinshasa, Congo ex-Zaïre, mais à 12 ans, vous avez été enrôlé dans les milices de Laurent-Désiré Kabila, le tombeur du maréchal Mobutu, et vous êtes devenu ce qu'on appelle un kadogo, c'est-à-dire un enfant soldat. Pour vous, la mitraillette, ce n'était pas du tout un jouet, c'était une arme qui pouvait tuer. C'est cette enfance africaine que vous racontez dans un livre coécrit avec Cassia Clarins, publié chez Plomb, qui s'appelle « J'étais enfant soldat ». Alors, tout commence en 1996, vous allez avoir 12 ans. Vous êtes un enfant plutôt heureux, issu d'une famille aisée. Ils faisaient quoi, vos parents, Lucien? Mon père était homme d'affaires. Alors, un jour d'octobre, vers midi, vous sortez de l'école, et là, vous décidez de ne pas attendre le chauffeur qui vient vous chercher régulièrement et de marcher. Et sur le chemin, vous croisez un ami qui s'appelle Pascal. Pascal, lui, est militaire dans l'armée de Mobutu, mais il est contre Mobutu, il est partisan de Kabila, et il vous convainc de rejoindre avec lui les rebelles de Kabila, et vous le suivez, Oui. sans discuter. Sans discuter, parce que je voudrais bien un jour aussi manier les armes. Ouais. J'avais ces sentiments-là de manier les armes un jour. Ouais. Et de libérer mon pays de la dictature de Mobutu qui était là depuis 30 ans. 30 ans. Ouais. Et il se faisait aussi qu'il y avait la haine qui était en moi. Ouais. Suite à certaines histoires, au pillage des militaires de Mobutu. Ils ont eu à me fouetter un jour, ces militaires. Ouais. Donc il y avait l'acheminement de choses qui avaient pu faire que je puisse être décidé, que je puisse me décider vite pour aller libérer mon pays de la dictature. Alors, Lucien, vous partez avec Pascal, vous n'imaginez pas une seconde que votre existence va basculer, vous êtes excité, vous êtes joyeux, vous voyez déjà en Schwarzenegger, en Chuck Norris, en Jean-Claude Van Damme, quoi. Vous avez envie de jouer avec les armes. Oui, en fait, quand on est enfant, je ne savais pas que la vie d'une personne était sacrée. Je ne savais pas aussi le sens de la mort. Ouais. Et donc, je prenais la guerre comme un jeu d'enfant. Ouais, comme un jeu vidéo. Oui, donc on jouait, parce que c'était l'ambiance qui était... C'est par après que j'ai pu comprendre que la guerre, la vie d'une personne est sacrée. Ouais. Et qu'on ne peut pas mettre même sa vie en danger comme ça pour une politique sans scrupule. Voilà. Alors vous partez directement, sans prévenir votre famille, jusqu'à un centre de formation au Rwanda. Et là, à peine arrivé, vous êtes dépouillé de vos affaires, on vous vole votre veste que votre mère vous avait rapportée d'un voyage, et vous êtes battu immédiatement avec des branches. Oui, en fait, comme il nous disait, il fallait ôter l'esprit civil. Ouais. Ils nous ont bléis, pas possible, c'est horrible, difficile à expliquer. Étant donné qu'on était des enfants, on n'avait pas à faire. C'était la loi du plus fort, toujours la meilleure. On s'est lancé de l'affaire, mais on est obligé de supporter cela. Ouais. Alors on vous demande de dormir par terre. Hein. Il n'y a même pas de palme. Vous dormez à même la terre, à même le sol. Hein. Au sol, pas de maison, dans des tentes, petites tentes. Ouais. Et puis beaucoup de sport, des pompes, on vous fait courir. Enfin, on vous dit, tu dois apprendre à avoir le cœur dur. C'est-à-dire qu'on essaie de vous endurcir au maximum, vous, un enfant de 12 ans, quoi. Il faisait tout pour que nous soyons violents, que nous ne puissions pas comprendre les sens de la vie. Pour faire de vous des bêtes sauvages. Oui. Voilà. Alors, certains meurent de coups de botte dans la tête, dans le ventre, enfin, surtout ceux qui veulent s'enfuir du centre de formation, parce qu'on ne s'enfuit pas du centre. Une fois que vous êtes là, vous êtes obligé d'y rester. En quelque sorte, vous devenez prisonnier des gens chez qui vous vous êtes engagé. Si vous essayez de fuir et qu'on vous attrape, on vous tue. Ouais. On vous tue, on vous tabasse, pas possible, avec des branches de... Ouais. Alors, il y a aussi l'endoctrinement, c'est-à-dire qu'on vous bourre le crâne, hein, on vous dit du mal de Mobutu, alors ce qui fait qu'à un moment, déjà, vous le détestez au départ, mais à force de vous endoctriner, vous finissez par avoir qu'une seule envie dans la tête, comme ça, c'est, vous dites liquider ces chiens de mobutistes, liquider ces hyènes mobutistes, c'est-à-dire vous êtes complètement fanatisé.
Oui, souvent le soir, vers 18h, 19h, quand on nous donnait la morale, on essaie un peu de nous expliquer, de nous faire voir comment Mobutu est dictateur, comment il a traité nos parents, comment il nous a traités, comment il a mis le pays dans le gouffre et tout, comment Mobutu est plus mauvais. Et cette idéologie-là qui nous changeait l'esprit de plus en plus, ça nous incitait de le faire partir vite. Donc on avait toujours envie de le faire partir vite, avant qu'on termine même la formation. Bah oui, oui, vous voulez toujours aller combattre. Et à partir de là, vous vous interdisez de penser à votre famille parce que vous dites c'est terrible, c'est comme un poison qui s'instille en vous. Donc vous refusez même de penser à votre passé, à votre famille, à votre mère, à votre père. En fait, ma mère, je l'aimais beaucoup et ma sœur, j'avais une sœur Yvette que j'aimais tant. Mais il se faisait qu'à chaque fois que je pensais à eux, je pleurais. Je pleurais tout le jour. Et je souffrais fort. Je n'arrivais plus à m'éteindre. Je n'arrivais plus à surmonter cela. Mais après un temps, j'ai trouvé que c'était comme un poison parce que suite à cela, je n'arrivais pas à faire autre chose. J'étais toujours distrait à certains moments. Je me suis dit, je trouve comme si c'est un poison qui pourrait peut-être mettre fin peut-être à ma vie un jour. Il fallait que je mette fin à cela. Et le jour que je pensais à cela, je me suis conscientisé. Je me suis décidé de ne plus penser à cela. Voilà. Alors bientôt, vous êtes nommé instructeur. Et là, à l'âge de 12 ans, vous découvrez l'alcool, les cigarettes. Ça participe aussi de l'endoctrinement, cette idée que le tabac commence à vous plaire. Vous dites au bout d'un moment, mon meilleur ami, c'est le tabac. Vous commencez à avoir des vices, quoi. Oui, on donnait les tabacs, un peu de tabac et du tobacco à l'état brut qu'on nous distribuait. Et dans la nourriture, c'est par après que nous avons compris qu'on nous mettait un peu du chanvre. Mais on nous interdisait de prendre du chanvre au centre de formation. Mais il y a un ami qui m'avait dit un jour, qui était cuisinier, Casse, qui m'avait dit un jour, non, voilà, vous savez pourquoi vous avez des courages souvent, c'est parce qu'on vous mettait en fait, un peu du chanvre de la nourriture. Et j'ai vite compris, effectivement, il y avait certaines ambiances qui étaient en normal, à certains moments après avoir mangé, quoi. Oui, en plus, vous étiez drogué, donc. Alors, finalement, vous n'êtes pas désigné pour aller au front, vous restez au centre de formation, Lucien. Là, vous devenez commandant. Et ce qui est terrible, c'est que vous découvrez l'exercice du pouvoir. Vous commencez à tabasser les jeunes recrues à votre tour. C'est-à-dire, vous faites aux autres ce qu'on vous a fait quand vous êtes arrivé. En fait, c'était une sorte de revanche, de se faire voir, de goûter au pouvoir, vous savez. Parce que quand nous sommes arrivés, on a vu comment les autres, c'était des enfants, en fait, des hommes comme nous, et qui nous traitaient comme des animaux. Et nous nous sommes dit, voilà, on m'a fait souffrir, donc je dois faire souffrir tout le reste qui vient. Et on voudrait maintenant mettre en exercice ces petits pouvoirs-là qu'on avait sur les autres. C'est comme ça qu'on a pu faire souffrir les autres qui sont venus. Donc vous tabassez les autres, vous tabassez les jeunes recrues, et vous profitez des filles aussi. C'est comme ça que vous perdez votre virginité. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de dire à une fille, ce soir, tu viens chez moi préparer, et la fille est obligée de venir, quoi. Oui, on avait ces pouvoirs-là. On était leurs instructeurs. Ils n'avaient rien à nous dire. Vous étiez l'air... En fait, comme l'armée, les ordres ne se discutent pas, ça s'exécute. Donc, ils n'avaient pas de choix. Je vous dis, passe chez moi, vous devez passer chez moi. Si vous ne passez pas chez moi, il y a des punitions qui vous attendaient. Là. Ensuite, vous allez au front, vous êtes capitaine de 16 personnes à l'âge de 13 ans. Et là, vous êtes envoûté par la musique de votre arme. Vous avez l'impression d'être dans un jeu vidéo. Là. Vous pouvez tirer, vous pouvez tuer des gens. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. En fait, au début, là, on ne se rendait pas compte. On était incité par l'ambiance. Vous savez, il y avait des chansons qu'on chantait de la révolution, de la guerre. Il y avait l'ambiance des chansons qui nous faisaient voir que nous sommes en train de libérer notre pays de la dictature. Des chansons qui nous faisaient voir que même si nous perdons notre vie, nous perdons la vie pour notre nation, pour notre pays. Même s'il y a 3, 4 qui meurent, les 2 qui restent vont construire le pays. Et on était vite incités par ces sentiments-là. Et quand on tuait, on ne voyait pas qu'on tuait des gens. On trouvait que c'est l'ambiance, parce qu'on chantait quand on tuait, on chantait. On ne voyait pas que c'est la vie des gens qu'on était en train de perdre. C'est ça, quand vous croisez un corps, vous dites « ton temps est terminé, mon frère ». Et puis un jour, vous tuez pour la première fois. Alors évidemment, au début, ça vous fait un choc terrible. Vous dites, je me sentais étrange, j'avais l'impression que mes cheveux voulaient sortir de ma tête. Et puis, tuer devient de plus en plus facile, parce que les enfants n'ont aucune conscience de la mort. Et quand on a 12 ans, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on fait, Lucien, c'est sûr. Oui, la première fois des tués, vous savez, c'était horrible. C'était terrible d'expliquer cela. Parce que...
vous savez, quand vous êtes en face de l'ennemi, vous étiez obligé de le tirer parce qu'il y a certains principes de la guerre. Ouais. Quand vous voyez l'autre le premier, il faut le tuer parce que vite, on va vous tuer. Et je m'avais senti vraiment emporté par certains sentiments. Il y avait le char des poules qui m'est sorti sur le corps. Et en fait, au fur et à mesure maintenant de le faire et de voir comment les autres tombent, en fait, on les saute, les amis qui meurent, qui sont déchirés par de balles. Ah, c'est terrible. Vous racontez des scènes de carnage absolument apocalyptiques. Hein. Au fur et à mesure qu'on a eu l'habitude de tuer, de se battre sans scrupules, sans regret. Ouais. Il y a des scènes terribles avec un militaire qui fait tourner un enfant en le tenant par une jambe et l'enfant va s'écraser contre un mur. Enfin, c'est d'une sauvagerie absolument terrible. Alors, quand vous arrivez à Kinshasa, vous êtes accueilli en libérateur. Évidemment, tout le monde vous voit arriver avec Kabila. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que ces enfants sont devenus des bourreaux. Et au bout de quelques jours, les Kinois, les habitants de Kinshasa, commencent à avoir peur des enfants parce que les enfants sont devenus des monstres. Moindre blague, on vous tue, moindre blague, on vous tue, moindre blague, on vous tire. Ouais. Et la population commençait à avoir marre. Et tout le monde il se disait, mais ce sont des enfants, ce sont des enfants, ce sont des enfants. Ouais. Et par après, on est vite haï par la population. Bien sûr. Alors, vous avez torturé vous-même. Vous avez torturé, vous racontez, il y a un jour, vous vous souviendrez toujours de ça, c'est quand vous enfoncez la baïonnette dans le genou d'un mec et vous sentez une résistance et vous voyez le regard du type et ça, vous ne pouvez pas l'oublier, ça. Oui, il y a un type, en fait, il y a un rebelle, comme on peut appeler. Un rebelle, oui. Un rebelle, un ennemi qu'on avait capturé un jour, comme d'habitude, ça s'est fait, quand vous êtes capturé par la main. Et si tu ne te tues pas, tu ne te suicides pas, et si vous êtes capturé, vous serez vraiment maltraité. Et ces jours-là, c'était horrible. C'était ma première fois de participer aux tortures directes. Et c'était horrible de les faire. Et souvent, des fois, si je pense à cela, ça me fait du mal au cœur. Et ça me fait, en fait, ça ne me met pas à l'aise, ça ne me met pas en paix. L'armée n'est pas la place pour les enfants. Ouais. L'armée n'est pas la place pour les enfants. C'est bien de démobiliser parce que, vous savez, aujourd'hui, la majorité de la jeunesse africaine se sont lancés dans au service de manier les armes, vous comprenez? Je me suis dit aujourd'hui que demain après-demain, quelle serait l'Afrique ou l'humanité? Dans le sens que la majorité de jeunes qui sont l'avenir de demain, sans lendemain, se lancent dans ce genre d'histoire et qu'ils ne sont pas instruits. Demain après-demain, on aura quel genre de médecin? Quel genre de dirigeants ou quel genre de militaires? Parce que nous étions de guerriers, nous n'étions pas de militaires. Parce que pour être militaire, un officier général, il faut passer par les académies militaires. Bien sûr. Et comment ils sauront assumer certaines responsabilités du pays, de l'Afrique, du continent d'Afrique ou du monde, avec cette instruction qui n'a pas atteint l'objectif ou le principe général. Alors vous en êtes sorti, vous faites des études à l'université de droit de Kinshasa, mais vous croisez encore dans les rues des anciens enfants soldats qui sont ça, qui errent, quoi. Vous dites ils sniffent du kérosène, ils ne savent pas quoi faire, ils sont perdus. Oui, je les croise toujours parce que nous avons fait l'association avec des amis qui aident les amis. Qui aide les amis à comprendre cela, à se maintenir malgré la souffrance, à se retenir, à prendre la bonne position, dans le sens que nous sommes des enfants, nous ne pouvons pas continuer à travailler pour l'armée. Nous sommes en train d'être exploités et que nous devons préparer notre avenir. Pour que la démobilisation réussisse, il faudrait restaurer la paix. Parce que tant qu'il n'y aura pas la paix, tant qu'il y aura la guerre, il y aura les enfants soldats. On démobilise aujourd'hui, demain, après-demain, nos jeunes frères aussi vont suivre, vont chercher à défendre leur... Chacun peut-être cherchera à défendre sa famille, son ami ou lui-même pour se sentir en sécurité. Et il va se faire enrôler pour prendre les armes, pour mieux se sentir en sécurité, quoi. Alors Lucien, aujourd'hui vous avez trouvé votre réconfort dans quoi? Dans la religion? Oui, dans la religion aussi. La religion m'a beaucoup aidé. Je suis catholique. Et en fait, je dirais, quand je suis passé au centre des transits, les psychologues, selon moi, n'ont pas pu effacer tout ce qui était en moi. Mais avec le concours de l'Église, d'un encadreur, de notre encadreur à l'Église,
fait, à la chorale, parce que je me suis engagé à la chorale Magnificat, avec son encadrement, parce que l'encadré là fut mon professeur au secondaire. Il savait bien que j'étais militaire. Et il m'a vraiment encadré avec son apport, l'apport de Dieu, la prière, et j'ai pu retrouver ma paix. On ne sait pas quoi dire, hein, mais on n'a pas de mots pour qualifier ces personnes qui ont obligé des enfants et qui obligent toujours aujourd'hui à des enfants à aller à la guerre. Il n'y a pas de mots. La deuxième chose que je pense, qui a créé les armes? Qui a vendu les armes pour qu'ils s'entretuent, les frères africains? Et on a mal au cœur de voir ces déchirures dans un seul pays comme les Congo. Hein. Et j'ai dit qu'il y a un temps, qu'il ne faut pas perdre le temps, que quand vous arrivez trop tard, eh bien, il y a beaucoup de dégâts, qu'il sera très difficile de faire ressusciter ces personnes-là. Mais ce jeune, il a eu le courage de lutter contre lui-même. Ouais. Et tout ce qu'il a vécu, mais c'est l'horreur. Et pourtant, eh bien, il dit qu'il a trouvé la paix. Mais grâce à Dieu, et on le souhaite, et on l'appuiera toujours, et on souhaite que tous les autres enfants qui sont encore dans la guerre puissent suivre son exemple. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'au Zaïre. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'enfants soldats. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand il dit, ce que ça me rappelle, quand il dit « j'ai été instructeur, on m'a battu, on me torturait, et puis quand je suis devenu instructeur, j'ai fait ce qu'on m'a fait ». Un jour, quand j'étais en Algérie, dans les années 62-63, j'avais rencontré un Algérien qui avait été fait prisonnier et qui avait été torturé. Et d'autres avec lui étaient torturés. Et il me racontait qu'un des types qui étaient torturés, on le ramenait à la prison, pantelant, terrible, avec des plaies partout, etc. Et ce qui le réconfortait, c'est de raconter les tortures qu'il ferait subir plus tard, quand le pays serait libre, à ceux qui l'avaient torturé. Ouais. Ça m'a toujours frappé, ça. Comme quoi, il faut faire tant d'efforts pour humaniser notre terre. L'humaniser, parce qu'on se croyait à l'année 2000, qu'on passait à une époque qu'on va être tous des frères. Eh bien, malheureusement, nous entrons dans une autre ère où n'existe pas cette fraternité, où on s'éloigne les uns des autres. Hein. Et quand c'est enfants soldats, mais ça, il faut lutter avec toutes nos forces pour que ça cesse. Et tous les gouvernements, ceux qui aident les pays qui ont des enfants soldats, devraient, quand ils aident, imposer ou interdire et de ne jamais aider un pays qui a des enfants soldats. Et puis, ça, c'est l'Afrique. Mais ne disons pas c'est l'Afrique, ça s'est passé en Yougoslavie, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres de nous. Ouais. Il y a eu des enfants soldats. Vraiment, c'est terrible. La majorité des amis, en fait, quand nous sommes venus pour la libération du Zaïre, la majorité de libérateurs, soi-disant, entre guillemets, étaient des enfants, des 12, 13, 14 ans, de moins de 18 ans. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont les combattants du siècle. Or, nous ne devons pas faire cela. Les adultes ne peuvent pas se taire à cela. Nous devons chercher à humaniser la terre. Nous devons chercher à préparer l'avenir de ces enfants, de la jeunesse de demain. Parce que vous savez, demain après-demain, cette génération va passer. Et c'est nous, les jeunes, qui vont prendre relève. Et qu'est-ce que nous allons faire si nous n'avons pas conscientisé le vieux pour nous préparer aujourd'hui? Parce que vous avez déjà réussi votre génération. Et nous, maintenant, le jeune. Donc nous devons nous unir, nous, le jeune, entre nous, de conscientiser le jeune et nos frères jeunes aussi, de se conscientiser pour préparer l'avenir, l'humanité de demain, l'Afrique de demain ou le monde de demain. Merci Lucien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.